L'infanterie japonaise avait des tactiques qui fonctionnaient terriblement bien. Des charges agressives qui submergeaient les défenseurs avant qu'ils ne puissent délivrer assez de feu pour les arrêter. Ça avait fonctionné auparavant contre d'autres armées. Mais quand ils ont frappé les lignes américaines dans le Pacifique, quelque chose était très différent. Les charges qui auraient dû percer étaient décimées avec des pertes horrifiques, et les Japonais n'arrivaient pas à comprendre pourquoi au début. La réponse était que les soldats américains avaient quelque chose qu'aucune autre armée au monde n'avait à l'époque. Ils étaient les premiers à équiper chaque fantassin d'un fusil semi-automatique. Au début, les Japonais étaient terrifiés, mais une fois qu'ils ont réalisé à quoi ils avaient affaire, ils ont commencé à chercher des réponses. Et ce que les deux camps ont trouvé allait porter les combats du Pacifique à de nouveaux niveaux d'horreur. Quand la Première Guerre mondiale s'est terminée, les planificateurs militaires du monde entier se sont posé une question plutôt inconfortable. Pourquoi leur infanterie combattait-elle toujours avec des fusils qui fonctionnaient essentiellement de la même manière qu'il y a 50 ans? Les champs de bataille de France et de Belgique avaient été dominés par les mitrailleuses et l'artillerie, tandis que votre soldat moyen actionnait toujours un verrou d'avant en arrière pour chambrer chaque coup. Les Américains ont regardé leur 1903 Springfield, un fusil fiable, mais douloureusement lent quand les tirs devenaient sérieux, et ont décidé qu'ils avaient besoin de quelque chose de mieux. Ils voulaient un fusil qui tire chaque fois que vous pressiez la détente sans chambrer manuellement la cartouche suivante. Quelque chose qui donnait aux soldats individuels une puissance de feu réelle sans le poids et les exigences d'équipage d'une mitrailleuse. En 1919, l'armée américaine a officiellement commencé cette recherche. Maintenant, les fusils semi-automatiques n'étaient pas vraiment une idée nouvelle. Remington et Winchester en vendaient aux chasseurs depuis le début des années 1900. Donc, la technologie existait. Mais le problème était de la faire fonctionner avec ce que l'armée insistait à utiliser, la cartouche 30 à 06 Springfield. Et l'armée avait de bonnes raisons de s'y tenir. La munition était efficace à des portées extrêmes. Elle frappait fort et il y avait d'énormes stocks restants de la guerre. Mais la 30 à 06 créait de sérieux problèmes d'ingénierie. Elle générait des pressions de chambre très élevées et utilisait une charge de poudre lourde. Donc, tout fusil conçu pour la tirer automatiquement devait contenir toute cette contrainte sans se désintégrer. Les semi-automatiques commerciaux de l'époque n'étaient pas construits pour ça. Ils tiraient des cartouches plus faibles destinées à la chasse à des portées plus courtes. Et chaque fois que quelqu'un essayait de concevoir un semi-automatique assez robuste pour une munition militaire de pleine puissance, il devenait trop lourd pour l'usage de l'infanterie. Les Français avaient déjà essayé pendant la guerre elle-même avec le fusil RSC 1917. Ils en ont fabriqué environ 86 000. Mais la chose était lourde, trop longue, et son système à gaz s'encrassait si rapidement qu'il se bloquait souvent après seulement 100 coups. Les soldats français le détestaient tellement que de grands nombres ont été reconvertis en action à verrou en bloquant entièrement le système à gaz. Donc, au début des années 20, le consensus était qu'un semi-automatique fiable, tirant une cartouche de pleine puissance, était essentiellement impossible. Puis John Garand s'est présenté à l'arsenal de Springfield en 1919 et a adopté une approche différente. Sa percée fut un système à emprunt de gaz spécifiquement conçu pour les contraintes d'une cartouche puissante. Quand vous tiriez, une petite portion des gaz propulseurs se déviait à travers un orifice dans un cylindre sous le canon. Ces gaz poussaient un piston connecté à une tige de manœuvre qui faisait reculer la culasse, éjecter la douille tirée et chambrer une cartouche fraîche. Parce que le système distribuait l'énergie de manière contrôlée, il évitait de trop solliciter un seul composant. Cela résolvait le problème qui avait vaincu tous les autres. Voici quelque chose d'intéressant qui a presque changé l'histoire. Pendant le développement, l'armée a sérieusement envisagé d'abandonner la 30 à 06 pour une munition plus légère appelée la 276 Pedersen. Elle avait de réels avantages. Pression plus basse, moins de recul, et le fusil de Garand chambré en 276 contenait 10 cartouches au lieu de 8. Mais le chef d'état-major de l'armée a tué l'idée à cause des stocks de munitions existants, et Garand a dû reconcevoir son fusil pour la 30 à 06. Cette décision a fait tomber la capacité du chargeur de 10 cartouches à 8. Après plus de tests et d'affinement, le fusil a été officiellement adopté le 9 janvier 1936 comme fusil américain calibre 30 Moon, la première fois qu'une grande puissance militaire standardisait un fusil semi-automatique comme arme d'infanterie principale. Maintenant, il y a en fait un débat sur la façon de prononcer le nom du fusil. Il devrait être appelé Garand d'après le concepteur, mais pour une raison quelconque, beaucoup de gens ont commencé à l'appeler le Grand. On va avec Garand d'ici, avant que quelqu'un ne commence à nous lancer des pierres dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qui rendait ce fusil si spécial? Eh bien, beaucoup revenaient à des choix de conception délibérés. L'un des plus distinctifs était le système d'alimentation par lame chargeur.
Les officiers supérieurs ont spécifiquement rejeté les chargeurs amovibles parce qu'ils croyaient que les soldats les perdraient sur le terrain et ils craignaient qu'un logement de chargeurs ouvert laisse la saleté entrer dans l'action et cause des enrayages. Donc, Garand a conçu le fusil avec un chargeur interne fixe alimenté par un clip en acier estampé. Essentiellement, un morceau de métal en forme de U contenant 8 cartouches empilées verticalement. Pour charger, vous verrouillez la culasse ouverte, insériez un clip par le haut et le pressiez vers le bas jusqu'à ce qu'il se mette en place. Ensuite, vous tiriez la culasse légèrement en arrière, la relâchiez et la culasse claquait vers l'avant pour chambrer la première cartouche. Pendant que vous tiriez, la culasse se recyclait automatiquement après chaque coup. Et quand vous tiriez cette dernière cartouche, le clip était automatiquement éjecté vers le haut avec ce ping métallique distinctif et la culasse se verrouillait ouverte pour vous montrer que le fusil était vide et prêt pour un clip frais. En termes de poids, le fusil pesait environ 3 kg à vide. Avec un clip complet, une bretelle et une baïonnette, vous regardiez environ 5 kg et les soldats se plaignaient définitivement de ça. Quand on m'a donné le fusil Mun pour la première fois, j'ai dit « Oh mon Dieu, c'est lourd ». Même avant la guerre, l'armée savait que le Mun était trop lourd et encombrant pour les rôles de soutien comme les équipages de véhicules, les artilleurs et les opérateurs radio, ce qui est une grande partie de la raison pour laquelle ils ont développé la carabine Mun plus légère. Mais voici ce qui rendait tout ce poids digne d'être porté. Un soldat entraîné avec un Mun pouvait délivrer 40 à 50 coups précis visés par minute à 275 mètres. Comparez ça aux 10 à 15 que vous obtiendriez d'un fusil à verrou et vous regardez environ 3 fois la cadence de tir pratique. C'est une différence massive quand les balles commencent à voler. Le Mun Garand a vu le combat pour la première fois lors de l'invasion japonaise des Philippines. Et c'est là que la réputation du fusil a vraiment commencé. Des soldats japonais capturés ont rapporté avoir demandé aux interrogateurs américains comment les États-Unis pouvaient se permettre d'armer chaque fantassin d'une mitrailleuse. C'est ce qu'ils pensaient affronter. Le volume de feu des fusils Mun était si soutenu que les troupes japonaises croyaient véritablement qu'elles affrontaient des armes automatiques, pas des fusils semi-automatiques aux mains de soldats individuels. Les rapports au département de la guerre déclaraient que le Garand fonctionnait sans défaut mécanique dans les conditions de combat et ne souffrait pas d'arrêt dû à la poussière ou à la saleté, même quand utilisé dans des trous de combat. Certains fusils sont restés en action presque constante pendant jusqu'à une semaine sans nettoyage. Mais avant d'entrer dans ce que les Japonais ont réellement fait une fois qu'ils ont mis la main sur des Mun capturés et comment leur tactique d'infanterie qui avait fonctionné terriblement bien auparavant soudainement cessé de fonctionner quand chaque soldat américain pouvait délivrer 3 fois le feu d'un fusilier à verrou, clarifions quelques autres choses sur ce fusil et ses bizarreries. Malgré des approvisionnements adéquats de munitions 30 à 06 aux Philippines, les forces américaines ont fait face à une pénurie sérieuse de clips de 8 cartouches. Chaque fusilier portait environ 160 cartouches, mais il n'y avait pas assez de clips pour toutes les charger. Donc, les soldats devaient dépouiller les cartouches des bandes de Springfield de 5 cartouches et les recharger dans des clips Garand une cartouche à la fois à la main, souvent sous le feu. C'était un échec logistique, qui rendait une situation difficile encore pire. Mais une fois que les problèmes d'approvisionnement ont été résolus et que le Mun pouvait être utilisé comme prévu, les résultats parlaient d'eux-mêmes. Maintenant, le fusil avait certaines bizarreries que les soldats devaient contourner. La plus tristement célèbre était le pouce Garand, où la culasse pouvait claquer vers l'avant et attraper votre pouce si vous chargiez incorrectement. La culasse se déplaçait avec assez de force pour causer de vraies blessures. Ce n'était pas particulièrement courant en combat réel, mais ça arrivait assez souvent à l'entraînement pour devenir légendaire. Et les soldats apprenaient rapidement la technique correcte, soit par instruction, soit par une leçon très douloureuse dont ils n'avaient besoin qu'une seule fois. Ensuite, il y avait le problème de recharger en cours de route. Une fois que vous aviez tiré quelques cartouches de votre clip, vous ne pouviez pas facilement en ajouter davantage. Disons que vous aviez tiré 4 ou 5 coups pendant un engagement, vous vous êtes mis à couvert, et maintenant vous vouliez avancer avec une charge complète prête. Avec le Mun, il était difficile de même savoir combien de cartouches il vous restait. Et ajouter des cartouches à un clip partiellement chargé n'était pas simple du tout. Vos options étaient d'éjecter manuellement le clip et de perdre toutes les cartouches restantes, ou de les tirer pour vider le fusil avant de recharger, ce qui gaspillait des munitions et révélait votre position. Des techniques existaient pour charger individuellement des cartouches dans un clip à moitié vide, mais elles nécessitaient 2 mains, prenaient du temps et étaient essentiellement impraticables quand quelqu'un vous tirait dessus. Et puis il y a le fameux ping. Vous avez probablement entendu le mythe selon lequel les soldats ennemis écoutaient ce son métallique du clip s'éjectant, le reconnaissaient comme le moment où un Américain était vide et le chargeaient pendant le rechargement. Eh bien, dans la plupart des conditions de combat,
C'était pratiquement impossible. Le bruit de bataille, des coups de feu, des explosions et des cris le noyaient complètement, et beaucoup de vétérans ont dit qu'on ne pouvait pas entendre le ping au-delà de quelques pieds. Cependant, dans les combats de jungle du Pacifique, où les engagements se produisaient parfois à des distances mesurées en pieds plutôt qu'en mètres, ça pouvait être une histoire différente. Un vétéran a décrit comment un ennemi avec un fusil à baïonnette pouvait surgir depuis juste quelques pieds quand il entendait ce clip s'éjecter. C'est pourquoi les Marines ont appris à travailler en équipe, pour qu'au moins un fusil soit toujours chargé pendant qu'un autre homme rechargeait. Il y a aussi des histoires de soldats lançant délibérément un clip vide pour appâter un ennemi à se découvrir, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de preuves documentées que c'était répandu ou constamment efficace. Le corps des Marines a en fait eu une relation intéressante avec le Mangarand. Le commandement croyait initialement que le tir rapide encouragerait le gaspillage de munitions et dégraderait la discipline de tir. Donc, ils étaient sceptiques de tout le concept semi-automatique. Mais une fois que les Marines ont réellement rencontré le Garand au combat, les attitudes ont changé rapidement. Mettre la main dessus est devenu une obsession informelle. Beaucoup de Marines qui ont débarqué avec des 1903 à verrou ont échangé de l'équipement ou se sont faufilés dans des camps de l'armée pour troquer contre des Garands. Et certains ont simplement pris des fusils de l'armée sans surveillance et ont laissé leur Springfield derrière. Ils ont également fait un usage extensif du lance-grenade M7 monté sur le MUN, particulièrement dans les combats en montagne, où les grenades à fusil se sont révélées précieuses pour nettoyer les défenseurs retranchés de positions difficiles à atteindre avec le tir direct. Maintenant, changeons de perspective et regardons ce que le Japon a réellement apporté à ce combat. Parce que comprendre ce qu'ils avaient est la seule façon de voir pourquoi le Mangarand est devenu un tel problème pour eux. Au début de la guerre, le fusil d'infanterie standard du Japon était l'Arisaka Type 38, adopté en 1905 et chambré en 6, 5 x 50 mm. À environ 127 cm de long, c'était l'un des fusils militaires les plus longs de toute la guerre. La munition produisait presque pas de recul, ce qui la rendait adaptée aux soldats moins expérimentés. Le Type 38 utilisait un chargeur interne de 5 cartouches chargées avec des bandes et un fusilier entraîné pouvait tirer environ 10 à 15 coups visés par minute, être 30 secondes, il poussait vraiment. Mais ensuite, l'expérience de combat en Chine durant les années 30 a commencé à révéler certaines limitations avec cette munition de 6-5 mm. Les commandants japonais ont remarqué qu'elle était surpassée par les munitions de 7 mm dans leur propre mitrailleuse lourde Type 92 et aussi par les cartouches Mauser 7-92 que les nationalistes chinois utilisaient contre eux. Les balles plus lourdes offraient une meilleure portée, une meilleure pénétration et plus de pouvoir d'arrêt. Et elles fonctionnaient beaucoup mieux avec des munitions spécialisées comme les incendiaires, perforantes et traçantes. Donc, en 1939, l'Arisaka Type 99 est entré en service. Chambré en 7 x 58 mm, il était plus court et plus compact que le Type 38, ce qui le rendait plus facile à manier. Et la nouvelle cartouche délivrait environ 18% plus d'énergie à la bouche. Le Type 99 avait en fait certaines caractéristiques véritablement ingénieuses aussi. C'était le premier fusil militaire à utiliser un canon chromé, ce qui améliorait significativement la durée de vie du canon dans les environnements de jungle humides et corrosifs où une grande partie de la guerre du Pacifique allait se dérouler. Il venait aussi avec un monopode fil pliant pour un tir couché plus stable. Et être le plus inhabituel, des viseurs échelles anti-aériens avec des ailes dépliables destinées à anticiper les appareils. Maintenant, cette dernière caractéristique était surtout impraticable en réalité. Mais ça vous dit quelque chose sur à quel point les Japonais étaient inquiets de la supériorité aérienne alliée, même avant que la guerre ne commence vraiment. Mais voici où le Japon a créé un problème massif pour lui-même. La transition vers le nouveau calibre n'a jamais été réellement complétée. Le Type 38 et le Type 99 sont restés en service simultanément pendant toute la guerre, ce qui signifiait que les unités d'approvisionnement devaient gérer deux types de munitions complètement incompatibles pour des fusils qui se ressemblaient presque identiquement à distance. Le Japon avait l'intention de remplacer complètement l'ancien fusil, mais ils ne l'ont jamais réalisé. Et alors que la guerre s'éternisait, la qualité de fabrication s'est effondrée. Les fusils de fin de guerre de 1944 et 1945 utilisaient de l'acier de qualité inférieure, abandonnaient des caractéristiques comme le chromage, et montraient des finitions rugueuses et des soudures grossières. On pouvait voir le Japon perdre la guerre juste en regardant les fusils qu'il produisait. Mais la disparité entre l'infanterie américaine et japonaise allait beaucoup plus profond que juste les fusils parce que la doctrine japonaise était construite autour d'une philosophie entièrement différente. Ils l'appelaient Seishin Kyoiku, ce qui se traduit par éducation spirituelle.
Elle a été développée comme une sorte d'interprétation moderne de l'ancien code guerrier Bushido, et l'idée de base était qu'une volonté supérieure, un entraînement approprié et une ténacité mentale pouvaient surmonter les désavantages matériels sur le champ de bataille. Les commandants japonais avaient tiré cette conclusion largement de leur expérience dans la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905, où les forces japonaises avaient vaincu une armée russe plus grande et mieux équipée, grâce à des tactiques agressives et ce qu'ils voyaient comme un esprit combatif supérieur. Donc, cette philosophie s'est ancrée dans la façon dont l'infanterie japonaise combattait réellement. Leur doctrine soutenait explicitement que l'aboutissement ultime du combat d'infanterie n'était pas la puissance de feu du tout, c'était la charge à la baïonnette. Tout leur système d'entraînement était construit autour de cette idée. Les exercices à la baïonnette étaient intensifs et psychologiquement concentrés, conçus pour rendre les soldats agressifs et prêts à approcher l'ennemi peu importe quoi. Et c'est en fait pourquoi le fusil type 38 était si long en premier lieu. Quand vous ajoutiez la baïonnette type 30 de 40 cm à ce fusil de 127 cm, vous obteniez une arme qui donnait aux soldats japonais un avantage de portée significatif dans les combats au corps à corps. Tout le système était optimisé pour approcher et finir le combat à la main. Et cette approche avait en fait plutôt bien fonctionné en Chine durant les années 30. Quand vous combattez un adversaire armé principalement de fusils à verrou, une charge à la baïonnette déterminée peut vraiment submerger les défenseurs avant qu'ils ne puissent délivrer assez de feu pour vous arrêter. Vous prenez des pertes en chemin, mais vous percez et vous gagnez. Les forces américaines équipées de Moon-Garand, de fusils automatiques Browning et de mitrailleuses, c'était une situation complètement différente. Le volume de feu que l'infanterie américaine pouvait générer déchiquetait simplement ses attaques avant que les soldats japonais ne puissent combler la distance. Les charges qui avaient fonctionné en Chine se sont transformées en massacres dans le Pacifique. Les sections d'infanterie japonaises étaient également organisées très différemment des américaines. Toute leur structure se centrait sur la mitrailleuse légère comme source principale de puissance de feu. Les fusiliers existaient principalement pour soutenir, protéger et maintenir les munitions affluant vers l'équipe de mitrailleuses. Ils portaient des cartouches supplémentaires. Ils assuraient la sécurité et servaient de remplaçants quand les mitrailleurs étaient touchés. Tout le pouvoir de tuer de la section était concentré dans cette seule arme plutôt que réparti parmi les soldats individuels. La doctrine américaine fonctionnait à l'opposé. Une section typique de l'armée américaine avait 12 hommes, incluant un chef de section, 10 fusiliers, tous armés de Moon-Garand, et un fusilier automatique portant un bar. La puissance de feu était distribuée à travers toute l'unité. Chaque fusilier était une menace sérieuse, capable de délivrer un feu visé soutenu par lui-même. Il n'y avait pas de point de défaillance unique qui désactiverait la puissance de feu de la section s'il était éliminé. Pour essayer de contourner l'avantage de puissance de feu américain, la doctrine japonaise s'appuyait lourdement sur les tactiques d'infiltration nocturne. Les attaques de nuit, les petits groupes d'infiltrateurs et le feu de harcèlement étaient utilisés pour exploiter la visibilité réduite et le stress psychologique que l'obscurité créait. Mais c'était une solution de contournement, une façon de faire face à un problème qu'ils ne pouvaient pas réellement résoudre de front. Et les Japonais savaient qu'ils avaient un problème. Donc, fin 1943, la marine impériale japonaise a relancé son programme de fusils semi-automatiques avec l'objectif d'équiper leurs forces Rikustai, essentiellement l'infanterie navale et les parachutistes marins. Ce qu'ils ont décidé de faire était de copier directement le Moon-Garand. Et ils avaient en fait accès à la vraie chose parce qu'après avoir occupé Manille en 1942, les forces japonaises avaient trouvé des entrepôts remplis de fusils Mun qui avaient été laissés derrière après la reddition à Bataan. Certains de ces garants capturés ont été expédiés au Japon et stockés à Yokosuka. Début 1944, les ingénieurs ont pris 10 de ces fusils et les ont modifiés pour tirer des munitions Arisaka 7 par 58 mm pour les tests. Les résultats ont été assez encourageants pour qu'ils décident de procéder à l'ingénierie inverse complète. Le projet a été établi à la société Howa Kikai avec l'intention d'une production de masse et le fusil qu'ils ont développé a été désigné le Type 4. Mais de sérieux problèmes techniques ont émergé presque immédiatement. Les Japonais ont d'abord essayé une conversion directe des Mun capturés au 7 mm. Et bien que le garand puisse chambrer et tirer la munition Arisaka, le système de clip standard de 8 cartouches ne s'alimentait tout simplement pas de manière fiable avec les dimensions de cartouches différentes. Donc, le Type 4 a fini par utiliser un chargeur interne fixe de 10 cartouches alimenté par 2 bandes de 5 cartouches à la place, éliminant entièrement le système de clip. Mais il y avait un problème plus fondamental qu'ils ne pouvaient pas résoudre peu importe ce qu'ils essayaient. La cartouche de 7 mm produisait moins de recul que la 30 à 0,6,
Et cette impulsion réduite signifiait que la culasse n'était pas poussée en arrière assez fort pour compléter de manière fiable le cycle complet. L'action se sous-exécutait, échouant à éjecter complètement les douilles tirées ou à chambrer proprement la cartouche suivante. Les tests de prototypes ont révélé des problèmes persistants avec la casse de pièces, les enrayages et les échecs d'alimentation. Ingénieur après ingénieur à l'usine Howa a essayé de corriger les problèmes de cyclage, et aucun d'entre eux n'a réussi. Des pièces pour environ 200 fusils ont été fabriquées, mais seulement environ 125 ont jamais été réellement assemblées. Puis l'usine a reçu de nouveaux ordres de basculer vers la production de moteurs d'avion. Les raids de bombardement américains ont perturbé ce qui restait de l'opération, et le Japon s'est rendu en août 1945 avant que les problèmes ne puissent être résolus. Pas un seul fusil Type 4 n'a jamais vu le combat. Quant au Mungarang, il est resté le fusil de service américain standard à travers la guerre de Corée et a équipé la plupart de l'infanterie des Nations Unies pendant ce conflit. À la fin de sa durée de service, il devenait dépassé et en 1957, il a été officiellement remplacé par le M14. Le Me-14 était censé être un Garand lourdement modernisé construit autour de la cartouche 7,62 autant, et John Garand lui-même a en fait contribué à son développement avant sa retraite en 1953. Mais le M14 a fini par avoir la durée de service la plus courte de tout fusil d'infanterie américain standard, parce qu'à ce moment-là, tout le concept d'une cartouche de fusil de pleine puissance était déjà dépassé par des munitions intermédiaires plus petites et plus légères qui allaient définir les armes d'infanterie pour le demi-siècle suivant.